Bonjour Jean-David, Bonjour. merci de nous recevoir Antoine et moi dans les locaux d'Isaïe. Pour la saison 2 de Santi TV, on continue de faire le tour des VC parisiens et bientôt demain à l'étranger aux États-Unis. Et on est ravis d'être chez vous, dans vos locaux, et merci de nous recevoir. Notre dernière interview remonte à 2019. Tu as un petit peu de recul macro sur l'écosystème entrepreneurial, notamment français. Et tu le disais précédemment aussi, il y a des cycles que l'on observe. C'est passé énormément de choses. Alors on s'est vu C'est depuis. surtout passé très vite. C'est passé très vite, il y a presque 6 ans maintenant. Et donc aujourd'hui, on aimerait parler de deux choses très simples. On va parler du marché capital risque en France qui connaît quand même un certain nombre de soubresauts. Et ensuite, on aimerait revenir sur ta carrière, des anecdotes et une note un peu plus personnelle. Antoine, on change les règles. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement et succinctement de Jean-David avant qu'on attaque l'interview? Oui, merci beaucoup et on est très honoré avec François. Je vais te présenter très brièvement si ça te va, Jean-David. On est honoré puisque pour nous, tu es un peu le bâtisseur du capital risque en France. Tu es passé par Polytechnique dans ta jeunesse, puis ensuite chez Capgemini. Tu es rentré et tu as fait tes armes chez Troisy. En début des années 2000, on t'a proposé de monter le bureau de Troisy aux États-Unis, chez Menlo Park, pas loin de chez Draper. Et malheureusement, la crise financière avec Lehman Brothers a empêché tout cela. Et donc, tu es rentré en France et tu as créé donc Isaïe. J'ai retrouvé sur LinkedIn un de vos premiers decks que je vais afficher quelque part au-dessus de moi pour les investisseurs, pour les LPs, donc en 2015, il me semble. 2010, excuse-moi. Et donc, depuis, Isaïe, c'est 3 chiffres clés. C'est 1 milliard d'actifs sous gestion. Et plus récemment, c'est 2 récentes levées. Votre fonds seed, 80 millions à peu près, et votre fonds grosse, 300 millions. Bon, en synthèse et en attaque, Jean-David, on a l'impression que ça va plutôt bien pour vous chez Isaïe. En revanche, depuis 2019, tu avais prédit une crise. Elle est arrivée. Nous, on a l'impression que les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, mais dans notre petit écosystème du capital risque, on est dans une situation compliquée. Qu'en penses-tu? D'ailleurs, juste une petite correctif, les 2 fonds qu'on vient de lever, il y a 300 millions pour notre fonds de private equity et les 80 millions, c'est pour notre fonds en délégation de Capgemini. Okay. Le fonds seed, on va sans doute lever le fonds, fonds pré-seed, post-seed. On va sans doute le lever en 2025 et il n'est pas encore levé. Très clair. Est-ce que c'est la crise, Jean-David? C'est l'hiver. On peut dire, il fait froid et il a fait très chaud. Il n'y a pas longtemps. Donc effectivement, ça veut dire que ceux qui n'avaient connu que le printemps et l'été trouvent qu'il fait très froid. Et effectivement, les règles de l'hiver s'imposent. Il faut mettre des gants, il faut mettre un bonnet, il faut mettre des grosses chaussures. C'est pas facile. Et c'est pas facile à 2 titres, 3 ou plusieurs même. C'est le sous-jacent qui sont les portfolios souffrent d'une conjoncture qui est défavorable, notamment en France, où indépendamment de la macro et de la géopolitique, on a quand même une instabilité politique qui est pénalisante. Le refinancement de ce portefeuille n'est pas facile parce que les règles des VC ont changé et donc on ne sait pas bien qui finance quoi, comment on valorise, quels sont les modèles qui ont encore le vent en poupe, etc. Il y a une grosse incertitude sur les refinancements des boîtes. Et ensuite, pour lever des fonds auprès des LP, il y a beaucoup de LP qui te disent « Moi, la French Tech, je suis gavé, je suis au max, j'attends de revoir du cash avant de réengager du cash. » D'accord ? Donc si on prend les 3 niveaux, le portefeuille, les refinancements du portefeuille et les levées de fonds LP, tout ça est beaucoup plus difficile qu'il y a 4 ans, où les refinancements étaient un no-brainer. Dès que tu avais une boîte correcte, tu refinançais en faisant un up-round. Où les levées de fonds LP elles n'ont jamais été faciles en France parce qu'on n'a pas beaucoup de capital. Mais en tout cas, c'était faisable. Il y a eu d'ailleurs pas mal de first-time funds qui se sont levés. Et puis le portefeuille bénéficiait d'une conjoncture économique favorable avec des grands comptes qui avaient envie d'innover, avec des consumers ou des prosumers qui consommaient, etc., etc. Alors, juste rapidement, mais parlons de First Time Fund. François, tu viens de lancer ton fonds récemment. C'est très dur de lever, tu sais ce que tu viens de souligner. Est-ce que c'est quand même plus simple de lever quand on a 20 ans, 15 ans d'expérience avec des LPs et pour potentiellement ce fonds dont tu me parlais en 2025? Ça dépend auprès de qui.
Un first-time fund, il y a beaucoup de gens qui ne lui parleront même pas. Je veux dire, des institutionnels très traditionnels, etc., sont dans des logiques de dire il me faut un track record, il me faut une structure établie. D'ailleurs, je privilégie les re-up sur les gens chez qui je suis déjà avant de regarder toute nouvelle collaboration, etc. Donc, c'est first-time. D'ailleurs, quand on a lancé Isaïe, en institutionnel, on a quand même eu 3 tout début. Et c'était plutôt sur ma personne, c'est-à-dire les gens se disaient tiens, il vient de chez Troisy, c'est une grosse maison, il est solide, il reprend un projet d'entrepreneur, il y a peut-être quelque chose à faire. Bon. Mais à l'inverse, un first-time fund, historiquement, tu t'aperçois que c'est souvent des fonds qui ont des bonnes perfs. Et ils ont des bonnes perfs pour un peu 2 raisons. Il y a un peu le côté chance du débutant, et puis il y a aussi le côté petit fonds. Et c'est plus facile de faire de la perf sur des petits fonds que sur des gros fonds. Et plus tu grossis, plus tu as envie de lever des gros fonds, et plus c'est dur de délivrer de la perf. Donc c'est ça qui donne quelquefois l'envie à des gens opportunistes et puis expérimentés de se dire, tiens, c'est une anecdote, quand j'ai lancé Isaïe 1, le premier fonds, Grossman chez Idinvest à l'époque a dit à ses équipes fonds de fonds, mettez un ticket, c'est un premier fonds, il est petit, c'est Jean-David qui gère, ça gagnera de l'argent. Alors ils ont mis un tout petit ticket et ça a gagné, ils ont fait un joli multiple, qui n'est pas fini puisqu'on n'a pas encore tout cédé. Et eux, ils ont cédé leur part, donc ils ont tout cédé. Ils ont dû faire 3x, donc c'est très bien. Mais Benoît, c'est quelqu'un d'expérimenté, il savait qu'un petit fonds machin géré par quelqu'un d'un peu pro, ça allait gagner de l'argent. Et en multiple, plutôt un joli multiple. Pas forcément sur des gros quantums, mais un joli multiple. Donc voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur les first time funds. Après, il y a aussi la thèse d'investissement. Si aujourd'hui tu viens sur le marché en disant je vais faire du Yalla VC, unicorn only, moi je vise que les boîtes à 1 milliard, je fais des tours de site de 10 millions, tu as sans doute peu de gens qui vont te suivre. Si tu tiens un discours plus réaliste, plus pragmatique. Alors c'est la transition parfaite sur une question qu'on se pose énormément avec Antoine, c'est que, en tout cas me concernant depuis 10 ans, j'ai vu, pour être très caricatural, 2 modèles de VC. Je suis très caricatural et schématique. Celui qui va chercher le fund returner à tout prix, peu importe la valeur d'entrée, et qui est capable de se positionner pour gagner un deal et de payer 2 fois la valorisation qu'un autre VC aurait investi. Mais l'objectif, c'est d'avoir le Conto, le Doctolib, le Criteo dans son portefeuille, peu importe qu'on soit rentré à 20, 30 ou 40 millions de valo. Et de l'autre, et donc on a un portefeuille assez éclaté avec des niveaux d'entrée très chers. Et de l'autre, le portefeuille, la stratégie de portefeuille plus équilibrée, où on va chercher des valeurs d'entrée beaucoup plus basses, où il y a peut-être un petit peu moins de compétition, un peu moins l'effet FOMO qu'on peut voir sur deux deals. Et donc, en fait, entre ces 2 stratégies, il y a plein de fonds qui me viennent en tête. Avec le recul que tu as sur le venture, où est la vérité en termes de performance? Il n'y a forcément pas de vérité, parce qu'il y aurait des vérités avec des contre-exemples. Hein. Donc c'est compliqué. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut regarder... moi, la façon dont je regarde les choses, c'est la façon suivante. C'est-à-dire quelle est finalement... Comment se répartit la liquidité. C'est-à-dire... parce qu'il y a la partie investir dans des boîtes, puis il y a la partie sortir des boîtes. D'accord ? Et quel est en fait le format de sortie des boîtes qui sont financées par le capital risque. Si tu es aux US, dire de temps en temps, il y a des boîtes qui valent plusieurs milliards, qui sont statistiquement dans un portefeuille d'une maison bien établie qui fait du early stage, et faire le pari que tu auras des boîtes qui valent plusieurs milliards, etc., c'est une probabilité qui est assez élevée. Parce que des boîtes qui peuvent sortir en liquidité, je ne parle pas de tour de table, parce que tour de table, on est bien d'accord que ça ne veut pas dire grand-chose, mais en liquidité, je ne sais pas combien il y en a aux États-Unis, mais probablement plusieurs dizaines par an, qui trouvent la liquidité à plus qu'1 milliard. Bon, bah tu dis j'en ai. En France, combien il y en a il y en a depuis Criteo, je ne suis même pas sûr qu'il y en ait eu une seule en liquidité. Peut-être. Non, Cardiologue, ce n'était pas 1 milliard, on était dedans nous. Ah oui, en dessous du milliard. Au-dessus du milliard, il y en a. Bon, et donc ça veut dire que tu dois regarder quelle est la probabilité d'avoir des winners et quelle est la nature des winners que tu peux avoir. Bon, si tu dis finalement les winners, c'est des boîtes qui valent 200 ou 300 millions, bah, si tu payes 100 millions pré-monnaie le seed, tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent. Voilà. Donc globalement, la stratégie un peu unicorn only, là, dont on parlait, ou fund returner only, elle est sans doute valide aux États-Unis sur des fonds de 100 à 300 millions de dollars.
elle est sans doute pas valide en France, ou alors en tout cas, elle réclame beaucoup de chance, puisqu'elle réclame d'aller contre la proba. Ouais. Vraiment contre la proba, d'avoir une probabilité vraiment, d'avoir beaucoup de chance. Et pourquoi est-ce qu'on aurait plus de chance en ayant un gros fonds qu'en ayant un petit fonds, on a plus de chance en étant prudent qu'en étant reckless? Ça, c'est très psychologique, mais je pense qu'on peut avoir de la chance en étant prudent. Alors, je me permets de rebondir, mais comme tu le soulignes, le marché aux États-Unis est complètement différent du capital risque du marché en fait en France. Est-ce que, et moi je vois ça chez Draper, parce que les boîtes, elles ont pour objectif où on investit un peu à l'étranger, ont pour objectif de s'expatrier aux US. Est-ce que justement pour parier sur ces winners en France ou en Europe, il faut nécessairement avoir cette vision long terme des US? Est-ce que oui, autrement dit, est-ce que dans ta thèse d'investissement chez Isaïe, il faut nécessairement que la société soit capable d'aller aux États-Unis? Exactement. Alors je pense que ça dépend des marchés. Si tu es dans le consumer, tu ne vas même pas penser aux US. Est-ce que tu as une seule boîte européenne qui a réussi en étant une boîte consumer, backée par le capital risque, qui a réussi aux États-Unis? Je connais un seul contre-exemple qui n'est pas mauvais, qui est Spotify, mais j'en connais pas d'autres. Il y a très 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 peu de boîtes consumer européennes qui ont réussi aux US. Et tu en cites une, tu en trouves une. Donc, non, je crois pas, j'ai pas que tu aies beaucoup d'exemples. Donc si tu es consumer, tu ne vas pas regarder les marchés US. Si tu es B2B enterprise software, le marché de référence, c'est où? C'est les US. Donc si tu veux faire un vrai winner, il faut que tu ailles aux US. Sinon, qu'est-ce que tu fabriques? Tu fabriques un champion local qui soit consolidera en Europe pour essayer de faire un champion européen qui sera de la taille du numéro 3 américain ou du numéro 2 américain, soit qui sera racheté directement par l'américain qui a besoin de s'installer en Europe. Mais si tu veux faire un vrai champion dans le marché typiquement de l'entreprise software, c'est les US le marché de référence. Donc toi, nous on a des bons... Alors on a des exemples marrants, on a une boîte consumer qui réussit très bien aux US, qui est Prose, mais qui a été conçue dès le départ pour être une boîte où tout le front était aux États-Unis. Par contre, l'IT, la partie labo, cosmétique, etc., était en France. Ouais. Et donc c'est le modèle israélien. C'est-à-dire, mon marché, c'est les US first. Par contre, je profite du fait que j'ai finalement un back-office qui coûte moins cher ou qui est très performant, parce que j'ai des ingénieurs français, parce que, etc., etc. Et puis on a Datadome qui est parti aux États-Unis il y a 3 ans maintenant, ou peut-être un peu plus, qui a plus que la moitié de son chiffre d'affaires aux US aujourd'hui. Ouais. Et qui est vraiment dans la logique enterprise software, enfin en tout cas SaaS, cybersécurité, state of the art. Et donc, leurs grands clients américains, quand tu as New York Times ou quand tu as Foot Locker ou quand tu as PayPal, ils viennent de signer PayPal, qui choisissent une boîte française pour protéger leur logging, c'est qu'a priori, tu es au bon niveau, quoi. Voilà. Et là, tu peux pas imaginer de faire un champion de la cyber sans être aux US. En tout cas, ça ne peut pas être un champion mondial. Ouais. En général, il vient d'Israël, il va aux US. Là, il vient de France et aux US. Très clair. Donc ça dépend effectivement des industries, des business models. Une dernière question sur la partie marché. On t'a entendu sur la partie stratégie licorne, unicorn, returner, avec la nécessité d'aller aux US si on a cette stratégie un peu agressive. L'autre, celle entre guillemets un peu plus raisonnable, souffre aussi d'un écueil, c'est le peu d'exits. Parce que tu parlais des exits à 200, 300 millions ou même à 100. La réalité, c'est qu'en termes de chiffres, ça existe, il y a des beaux succès, mais il y en a peu. Et donc la question, c'est est-ce que demain, il faudrait parier sur... En fait, le bas blesse sur l'exit, en règle générale, du coup. En revanche, soit les fonds de private equity, soit le secondaire, qui a peut-être de plus en plus le vent en poupe, est une lumière pour nos modèles, pour les fonds qu'on lève aujourd'hui. Selon toi, est-ce que c'est l'avenir d'avoir un peu plus de liquidité? Je vais un peu tuer le secondaire comme opportunité parce que je pense que c'est très conjoncturel. C'est-à-dire que l'investisseur post-seed ou série A qui sort en série C en secondaire, c'est quelque chose qui n'existe que dans un marché bullish. Dans un marché un peu bearish, tu n'as plus. On dit le cash doit aller dans la boîte et tout le monde se tient et donc il n'y a plus de liquidité. Donc nous, on a fait pas mal de sorties comme ça. Hein. Dans l'histoire d'Isaïe, on est sorti en secondaire dans des séries C. C'est pas forcément quelque chose de très... Enfin, c'est quelque chose que tu ne vois plus à l'instant T. D'abord, il n'y a plus de série C. Donc ça... Et s'il y avait des séries C, probablement que ça serait des recaps où les gens n'auraient pas forcément envie de sortir et ceux qui rentrent mettraient l'argent dans la boîte plutôt que dans la poche des actionnaires. Mais ça reviendra, ce marché. Ça reviendra, c'est cyclique. Ça dépend, bullish, bearish, machin. Bon.
Après, sur le private equity, à l'envers, je vais complètement te suivre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui a vraiment progressé ces 10 dernières années en termes de liquidité pour les VC européens. C'est que tu as énormément de build-up européens ou globaux, backés par du private equity, qui veulent acheter des actifs, et ces actifs sont des actifs typiquement backés par les VC européens. Et nous, on a fait un paquet de sorties comme ça. On a sorti Hyperlex, on a sorti Javelot, on a sorti Studapart, on a sorti Espensia, on a sorti Vadé. Tout ça, c'est que des build-up backés par des private equity. Et j'en ai sans doute oublié quand je vous sors ces 5-là. Et en l'occurrence, vendre une boîte qui fait 10 millions d'ARR, profitable, break-even ou avec un peu d'EBITDA, dans le cadre de ces build-up, c'est une liquidité beaucoup plus facile que si tu as une boîte qui a fait un dernier tour à 3 milliards et sur lequel tu cherches un acheteur. Donc en fait, en termes de liquidité, c'est presque plus facile. La question, c'est que quand tu vends cette boîte-là qui fait 10 millions d'ARR break-even, tu la vends entre 40 et 80 millions, pour simplifier. Bon, il ne faudrait pas que tu les payais 80. Quoi. Il vaut mieux que tu les payais, pour faire un joli multiple, il vaut mieux que tu les payais 10 ou 20. Bien sûr. Voilà. Alors, je vais maintenant parler un peu plus d'investissement, juste sur cette première partie et pour la clôturer. Nous, chez Draper aujourd'hui, et depuis 2 ans, je pense, on voit un peu que le paradigme a changé sur des investissements de pur hardware avec des énormes capex orientés climat. Nous, aux États-Unis, les sujets climat, à moins qu'il y ait une traction énorme, on va presque plus les regarder. Quel est ton avis par rapport à ça? Et est-ce qu'on est maintenant sur du pur SaaS, des purs software que orientés sur de l'IA? Voilà. Et je rajoute juste qu'en 2019, dans notre première interview, les fonds impact commençaient à poindre, on en avait parlé. Il y en a eu beaucoup. Et effectivement, là, je partage ce que dit Antoine. C'est la climate tech semble souffrir un petit peu. Donc, quel est ton avis là-dessus? Alors, nous, on a la chance d'expérimenter, de découvrir le monde climate tech via le fonds qu'on a avec Bouygues. Parce que le fonds qu'on gère pour Bouygues, il y a une moitié qui est digitale, donc comment on digitalise les métiers de la construction, de l'immobilier, des services techniques. Et puis, il y a une autre moitié qui est la décarbonation. Et donc, on voit passer des dossiers type dont tu parlais, avec du hardware, des capex, etc. Et on est follower. Donc, on est un peu observateur de ce qui se passe en termes de valo, en termes de qui sont les leads, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peut-être une chaîne de financement de ces business-là qui est en train d'émerger avec des VC qui financent des trucs qui, un jour, vont finalement être pris par des fonds infrastructures. Avec des logiques, avec une techno, finalement, tu as construit une machine à cash flow potentiel, et une fois que le cash flow potentiel il commence à prendre une forme de réalité, les fonds infrastructures vont prendre le relais, parce que qu'est-ce que c'est que les fonds infrastructures? C'est des mecs qui achètent des cash flows en gestation, et puis qui ensuite délivrent les cash flows pour créer du return. Et donc, c'est une chaîne qui n'est pas encore bien stabilisée. Tu ne sais pas bien comment les canons de valo du VC et les canons de valo d'infrastructure vont converger. Mais en tout cas, il se passe quelque chose qui ressemble à ce qui s'est passé sur le SaaS et le private equity. Où finalement, les gens du private equity, aujourd'hui, ils achètent des petites boîtes SaaS en multiples de revenus, pas en multiples d'EBITDA. Parce qu'ils disent, quand je vais le mettre dans la bestiole que je consolide, je vais avoir des effets top line, des effets bottom line. Donc l'EBITDA, en fait, je m'en fous. Ce qui compte, c'est vraiment effectivement comment je consolide un ARR, et c'est là-dessus qu'ils vont bosser. Donc on voit bien que les PI et les VC, finalement... Alors les VC qui étaient à 40 fois et les PI qui étaient à 4 fois, mais globalement, la zone 4-8, par exemple, elle est à peu près consensuelle sur des boîtes qui ont de la croissance. Donc tout ça pour dire que c'est... Et je pense que le phénomène... Et je vois avec le fonds Bouygues, on a effectivement un deal flow qui est essentiellement européen. Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Suède, etc. Alors que quand je prends le fonds qu'on a avec Capgemini, on a un deal flow qui est essentiellement américain, avec de l'entreprise SaaS, etc. Donc c'est assez logique. Enfin, les Américains, visiblement, se détournent un peu de ce truc-là. Il y a peut-être une vraie chance pour les Européens, si ce que je dis arrive, c'est-à-dire que les fonds infrastructures prennent le relais, que ça devienne une vraie discipline dans le capital risque, comme le biotech en est une, comme d'autres. Toi, le biotech, c'est super capital intensive. Et pour autant, ils ont trouvé une chaîne de valeur, une chaîne de financement, avec des logiques de licence avec les big pharma. Enfin,
C'est pas du tout. T'es plutôt optimiste quand même. Ouais, je suis plutôt. Le sujet est quand même un bon sujet. La décarbonation, ça me paraît pas être un petit sujet, c'est un gros sujet. Et il y a des choses intéressantes, tu vois, comment tu captures du carbone, comment tu rénoves des immeubles, comment tu. Enfin, je vois les trucs qu'on regarde, je trouve ça intéressant. Enfin, vraiment, c'est des sujets avec des très gros marchés, gigantesques marchés, avec des enjeux dont on sait tous qui sont importants, et avec effectivement des business models et des chaînes de financement qui sont complètement in the making. Et c'est là où les fonds infra doivent prendre le relais, parce que le corollaire de ces sujets deep tech qui prennent beaucoup de temps, c'est que les timelines pour sortir une sortie industrielle, c'est 10, 15, 20 ans. Enfin, je ne sais pas, c'est de la fiction. Mais effectivement, s'il y a une chaîne qui se met en place avec les fonds infrastructure, il y a peut-être un business model aussi pour financer. Il n'est pas avéré, enfin, il n'est pas Non. en place. Mais on peut penser qu'il peut arriver. On parle un petit peu de Jean-David maintenant, casquette personnelle, investisseur. Yes. Moi, une grosse question que j'ai, parce que voilà, moi je débute un peu. Toi, à peu près, tu as mon âge, mes années d'expérience, mais en termes d'investissement. Est-ce qu'il y a une forme de lassitude au bout de 20 ans, au bout d'avoir vu des milliers et des milliers de projets? Est-ce qu'il y a une forme de lassitude? Non, il y a l'envie de. Il y a l'envie de voir des choses, d'être surpris. Et elle reste, cette envie-là. Est-ce que tu es encore vraiment surprise? Oui, justement. En tout cas, l'envie d'être surpris, elle existe. Ouais. C'est sûr que les gens qui ne me surprennent pas. Enfin, de toute façon, j'ai jamais aimé ça, mais le copycat de la boîte américaine qui vient de lever une très belle série A, qui est lancée par 2 consultants issus d'une boîte de conseil en stratégie à Paris, j'ai jamais aimé. Et ça ne me surprend pas. Donc, ça ne m'intéresse pas. Rocket Internet, c'était moins ta tasse de thé à l'époque. Et encore, Rocket, tu vois, ce qu'ils ont fait dans les pays émergents, etc., j'ai trouvé ça plutôt... Rocket Internet version Europe, je trouvais ça boring. Version Égypte, Nigeria, etc., je trouvais ça plutôt intéressant d'arriver, tu vois, je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes là. Mais globalement, c'est vrai que le truc intéressant, je trouve, c'est d'être surpris, c'est-à-dire, je raconte souvent ça, mais le premier entretien que j'avais eu avec Mazzella, il devait durer une demi-heure, il a duré 2 heures ou un peu plus. Parce qu'à un moment donné, tu es surpris, tu vois un mec avec une conviction incroyable sur un sujet où tu pensais qu'il était microscopique, tu t'aperçois que c'est pas si macroscopique que ça, voilà, et tu tiltes. Pour continuer sur ce que disait Antoine sur tes motivations et ton intérêt pour le métier, est-ce que ces dernières années, tu peux nous dire ce que tu as vu de mieux et ce que tu as vu de pire? Et en fait, ta carte blanche pour... tu peux parler d'entrepreneuriat, de venture, de... Non, en fait, la façon moi, dont je regarde ce qui s'est passé, c'est le capital risque français en 2010, je crois que c'est 600 millions d'euros investis dans toute l'année. D'accord ? Donc c'est à peu près 20 fois moins qu'en 2022. Okay ? Donc on a multiplié en 12 ans, on a multiplié par 20 le montant investi dans le capital risque. Quel est le résultat? Le résultat, c'est qu'on fabriquait des PME et qu'on est capable maintenant de fabriquer des ETI. D'accord? Et donc la French Tech, aujourd'hui, si tu prends le French Tech 120 ou le Next 40, c'est globalement les nouvelles ETI françaises. On n'a évidemment pas fabriqué des big tech, on n'a pas fabriqué des GAFAM. Mais j'ai toujours été persuadé que ça n'arriverait pas overnight. J'ai toujours d'ailleurs fait cette comparaison en disant un écosystème, c'est un tas de sable. Si tu veux que la pointe soit très haute, il faut que la base soit très large, et sinon le tas de sable, il se casse la gueule. Et donc, c'est parce qu'il y a des Doctolib, il y a des Conto, il y a des Blabla, il y a des Malte, il y a des machins, que peut-être il y aura une génération suivante avec des boîtes encore plus grosses, qui seront des grosses ETI, si je puis dire, qui peut-être un jour deviendront des grandes entreprises. Mais ça prend le temps que ça prend. Et sans doute que ça viendra aussi sur des secteurs un petit peu différents de ceux qui ont vu l'émergence des ETI de cette génération-là. Peut-être que ça sera sur la décarbonation, peut-être que ça sera sur les AI. Mais en tout cas, on a fabriqué une génération de gens qui savent ce que c'est qu'une ETI dans la tech. Quand tu voulais recruter un C-level dans cette nouvelle génération, moi je me rappelle de recrutement chez Malte ou chez Blablacar, des mecs où tu peux dire il l'a déjà fait, il va le refaire et il vient le faire, il n'y en a pas. Ou alors il fallait aller aux US le chercher, un Français qui reviendrait, un Revient-Léon, ou alors éventuellement aller chercher à Londres où il y avait un petit peu plus de densité dans l'écosystème, mais très très compliqué de recruter des C-level dans des ETI. Aujourd'hui, tu as toute une génération de gens qui ils l'ont fait.
Donc le mec a passé la boîte de 10 à 30 millions d'ARR. Bon, elle peut le refaire. Peut-être la fois d'après, d'ailleurs, il passera de 20 à 50. Et, voilà. Mais tu ne passes pas d'être capable de faire des boîtes qui font 3 millions d'ARR à des boîtes qui font 50 millions d'ARR comme ça. Il y a forcément un apprentissage, il y a forcément une learning curve, etc. etc. Comme on le voit, tu as beaucoup de recul sur l'écosystème, sur toute la French Tech, et puis tu as cofondé France Digital avec Benoît Grossman, il me semble que tu as cité juste avant. Je l'ai fondé avec Marie Eklund, pour être plus précis. Mais il me semble que Benoît Grossman... Il était sans doute dans les membres fondateurs. Mais Oui, ok. la vraie fondatrice de France Digital, c'était Marie. Voilà, et puis à l'époque, tu avais monté un peu un aspect politique aussi, avec le mouvement des pigeons, etc. C'est quoi un peu ton regard maintenant politique de ce qui s'est passé avec Macron, ce qui s'est passé, et puis c'est une question un peu, voilà, tu peux répondre comme tu le veux à cette question, mais aujourd'hui, la French Tech, politiquement, on en est où? C'est quoi ton recul par rapport à tout ça? Bah, écoute, on est passé d'une situation au moment des pigeons, donc 2012, où les pouvoirs publics, le gouvernement, les parlementaires n'avaient aucune idée de ce qu'était la French Tech, ou d'ailleurs ça n'existait pas, donc le capital risque ou l'industrie de la tech. Aucune idée que nos boîtes étaient financées en capital, aucune idée sur le fait que nos salariés étaient incentivés en equity, enfin aucune idée de tout ça. Donc, et on leur a, je pense, bien expliqué. Et on a eu des gens qui ont bien compris et qui ont bien tilté. Je citerai juste Fleur et Macron. Fleur Pellerin et Emmanuel Macron, ils ont parfaitement compris qu'on était différents, qu'on était sans doute l'avenir du pays, ou en tout cas une partie de l'avenir du pays, qu'on allait créer des emplois qui avaient de la valeur, etc. etc. Donc je pense que le boulot d'éducation a été fait. Maintenant, le député moyen ne sait toujours pas comment ça marche, le gars des impôts moyens il ne sait toujours pas comment ça marche. Enfin, tu vois, mais on a eu quelques sponsors et quelques personnes qui ont vu et qui ont appuyé. Là, on est un peu dans la phase où tu sais, la courbe de hype, où il y a une espèce d'un peu de désillusion parce que très vite, les gens pensaient que, ben oui, parce qu'on a des boîtes qui font des tours de table d'1 milliard, on va tout de suite avoir des big tech, etc. Comme je disais tout à l'heure, on n'en est pas là. On a fabriqué une génération d'ETI et pas une génération de big tech. Donc il y a un peu une forme de désillusion. Mais je ne pense pas qu'il y ait une volonté politique de nuire à la French Tech. Par contre, je pense qu'il y a moins d'emphase qui est mise pour la soutenir. Et puis, il y a des décisions fiscales, notamment, qui pourraient être prises, qui pourraient être très défavorables à la French Tech, sans pour autant viser la French Tech. D'ailleurs, c'était la même chose que les pigeons. Quand Hollande il dit « je veux taxer les revenus du capital comme les revenus du travail », il ne pense pas à la French Tech, il ne sait même pas ce que c'est. Il ne pense pas au capital qui est mis par un business angel et qui va être taxé à 62%. Il pense aux dividendes qui sont touchés par le rentier et qui payent moins d'impôts qu'un salarié. Donc voilà, ça peut nous arriver à nouveau. Ça peut nous arriver soit sur l'impôt sur le revenu, soit sur une restauration de l'impôt sur la fortune. Imagine un fondateur qui a 5% d'une boîte qui est valorisée 1 milliard. Ce n'est pas liquide. La valo est une valo hyper spéculative. Mais vu des impôts, le mec, il a 50 millions de patrimoine. Si tu mets 1% d'impôt là-dessus, bon, il faut qu'il paye 500 000 euros. Alors qu'il n'a pas de liquidité. Alors qu'il n'a pas de liquidité et qu'il a peut-être un salaire de 100 000. Bon. Ouais. Ça peut nous arriver à nouveau. Et en fait, on est encore dans la situation où la tech française peut récupérer des balles perdues venant du Parlement ou du gouvernement, notamment sur les aspects fiscaux. À suivre. 2 dernières questions courtes, très courtes pour finir, pour conclure cette interview. Une question sur toi et une question sur les VC. Première question sur toi, est-ce que tu considères que tu es un meilleur investisseur, entrepreneur ou manager? Ça m'intéresse à titre personnel. Première question. Je pense que mon métier, c'est plutôt investisseur. C'est là où je prends le plus de plaisir. Okay. En fait, il faut savoir ce que je mets derrière l'investisseur. Derrière l'investisseur, je mets comme définition un gars qui s'associe avec un entrepreneur, décide de le supporter et obtient une forme de confiance et d'influence auprès de cet entrepreneur. Ça, c'est ça qui me plaît dans ce métier. Et il peut se retourner ensuite en disant, dans cette histoire, j'ai contribué, parce que j'ai amené de l'argent, mais aussi parce que j'ai amené, à un moment donné, un conseil,
une vision, parce que j'ai posé les bonnes questions, parce que j'ai challengé de façon intelligente, parce que j'ai toujours été supportif et constructif, mais j'ai contribué et j'ai eu cette relation de confiance et d'influence. C'est ça que j'appelle investisseur et c'est ça que je trouve extraordinaire dans notre métier. Très clair. Et dernière question, la fameuse, est-ce que tu peux nous citer, pour conclure, 2 VC, un, si possible, français ou international, à ta guise, que tu admires ou que tu trouves bon sur tu prends la définition que tu veux, et 2, une personne qu'il faut qu'on interviewe. Alors, il y a une première catégorie de gens, mais je ne vais pas en citer qu'un, mais je cite une catégorie de gens dans laquelle il y en a au moins 3. Je trouve très intéressant la perspective que peuvent avoir des Botteri, des Liotto ou des Dom Vidal ou des Mignot, parce qu'ils travaillent dans des fonds internationaux. Ils ont une capacité à benchmarker ce qui se passe en France et ce qui se passe dans le reste de l'Europe et éventuellement ce qui se passe aux US de façon plus pertinente que moi dans mon petit bureau avenue Kléber, même si on a les fonds CAP et les fonds Bouygues qui ont un footprint mondial, on a moins d'exposition clairement à l'écosystème mondial. Donc je prendrais peut-être Mignot, qui est à New York, qui a donc justement cette vision. Et ensuite, dans les confrères français, j'aime bien Deboc. Je trouve que c'est marrant parce que tu parlais justement de lassitude. Moi, j'ai connu Nicolas, il était chez Exange, il était tout jeune, je sais pas, c'était il y a un bout de temps maintenant. Il n'est pas lassé, tu vois. Il continue à faire feu de tout bois en sourcing, à s'intéresser à des trucs nouveaux, etc., etc. J'aime bien son enthousiasme, j'aime bien sa curiosité, j'aime bien sa capacité à sortir un petit peu des archétypes. Un prochain candidat. Parfait. Merci beaucoup Jean-David pour ton temps et puis de t'être livré à l'exercice, je pense, avec beaucoup d'honnêteté et de transparence. Donc merci de nous avoir reçus. Merci à vous.